Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eve. Comment tu vas? Eh ben, ça va bien, ouais. Je suis contente d'être là. Super, c'est le plus important. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter, une courte présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok. Eh ben, je m'appelle Eve, j'ai 27 ans et j'habite en ce moment à Grenoble. Je suis en formation pour devenir accompagnatrice en montagne. Voilà, c'est le début de la formation, donc je peux pas vous en dire vraiment plus, mais voilà. Alors, tu as une chaîne YouTube qui est principalement sur le thème des sports en montagne. Et je voulais savoir comment ça t'est venu de commencer tous ces sports-là en montagne. Oui. Ouais, ok. Je pense que ça date de quand j'étais vraiment très petite, en famille, avec mes grands-parents, mon oncle et ma tante et mes parents et ma sœur. On se donnait rendez-vous une fois par an pendant une semaine, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes. Ah oui. Et on allait marcher. On louait un gîte et on allait marcher. Et je pense que sans doute j'avais 1 an la première fois. Ah oui, okay. Donc au début je marchais pas, mais après c'est venu. Et c'est là que j'ai pu découvrir la montagne. Et ensuite mes parents aiment beaucoup marcher, donc toutes les vacances, on allait souvent marcher aussi. Ok. Voilà. Et je pense que c'est surtout venu comme ça. À force de pratique. À force de pratiquer, même si j'ai jamais... Enfin, ça fait que quelques années que je pratique beaucoup, mais avant c'était quelques fois par an. J'ai jamais habité à la montagne avant cette année en fait. Ah oui, c'est seulement maintenant. Ouais. Ok. Et sinon j'ai habité à Lyon, et un peu à Avignon et à Vancouver pour mes études. D'accord. Et après, je vadrouillais beaucoup les dernières années après le Covid, mais je revenais toujours chez mes parents entre deux expéditions. Ok. Je pense que c'est à Avignon que j'ai fait mon premier bivouac avec des amis. Et c'est là que je me suis dit, ben, en fait, c'est génial, je veux faire ça. Et je veux pouvoir le faire toute seule parce que je veux pas devoir attendre que quelqu'un soit disponible. Je connaissais pas énormément de gens qui marchaient. Ouais. Et donc, c'était important pour moi d'être libre de le faire quand je voulais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je le fasse toute seule. Ok, et c'est comme ça que tu t'es lancée. Ouais. Et t'appellerais ça une passion ou tu aurais un autre terme pour décrire ce que tu fais là actuellement? Je sais pas si c'est une passion, mais ça fait tellement partie de mon mode de vie. C'est comme si c'était une partie intégrante de moi, c'est de passer du temps à marcher et d'être dans les montagnes. Okay. Tu disais que tu étais actuellement en formation pour guide de haute montagne. Non, pas guide de haute montagne. Ah, pardon. Accompagnatrice en montagne. Accompagnatrice, pardon. Guide, c'est les gens qui font de l'alpinisme et de l'escalade. Okay. Et c'est un niveau vraiment au-dessus. Il faut avoir pratiqué pendant des années avant de pouvoir prétendre à le passer. Ça marche. Et accompagnateur, c'est emmener les gens en randonnée et en bivouac, en trek. Donc ça peut être un peu partout dans le monde. Ça marche. Okay. Une fois qu'on est diplômé. Mais par exemple, j'ai pas le droit d'emmener les gens sur des glaciers. D'accord, ok. Dès que ça parle d'alpinisme, en fait. Voilà, ok. C'est vraiment pédestre. Pédestre et raquette l'hiver, on a le droit. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, toujours dans l'idée de la randonnée au final, mais pas en ski par exemple de randonnée. Non, pas de ski. Ok, c'est vraiment ça s'arrête à tout ce qui est marche en fait. Ça. Ok, ça marche. Cette formation, ça dure combien de temps? Eh ben, ça dure minimum 2 ans. D'accord. Elle est composée de 5 unités de formation qui durent en moyenne 2 semaines. Et entre chaque module, en gros, il faut faire des stages, soit en tant qu'observateur, soit en tant que stagiaire. Et là, on peut travailler déjà. Ok, ça marche. Là, par exemple, cet été, je vais pouvoir emmener des gens en montagne à la journée, ou en co-encadrement. Donc là, ça pourra être toutes sortes de... Si c'est un plus gros groupe, par exemple, en co-encadrement? Par exemple, ou si par exemple je veux faire un bivouac, j'ai pas le droit toute seule pour l'instant, et donc je peux le faire en tant que co-encadrante. Par contre, je pourrais, si je trouve des clients, emmener des gens avec un hébergement en refuge. D'accord, ok. Là, je peux avoir... Tant que c'est pas du bivouac. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, mes prérogatives vont pouvoir s'élargir et à la fin, je pourrais être complètement autonome. Ah, ok. Ça serait le mieux en fait, le must après, pour vraiment être toute seule. J'aurais le diplôme, quoi. D'accord, ok. Et ça fonctionne comme auto-entrepreneur en fait? Oui. Alors après, il y a plusieurs choix. On peut être un auto-entrepreneur. Mais en fait, je crois que c'est ça la base. On peut se monter en association, mais après, c'est peut-être l'étape d'après. Et on peut travailler, par exemple, dans les villages vacances. Et là, du coup, c'est comme si on était salarié, sauf qu'on est toujours... Ok, comme du CPA, par exemple. Voilà. Enfin, dans des... Ok, ça marche.
Et tu comptes en faire ton métier à temps plein? T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais... Ouais, alors je sais pas si ce sera mon métier à plein temps parce que déjà en tant que tel, à part si tu travailles avec des scolaires, c'est difficile de vivre que de ça. D'accord, ok. Je crois. C'est qu'il n'y a pas assez de clientèle? Eh ben oui, puis c'est quand même saisonnier. Okay. Peut-être qu'il y a il y a moins de gens qui font des raquettes par exemple l'hiver et donc tu as moins de clients l'hiver. Moi dans l'idée c'est ce travail plus mon travail d'écrivain et plus la vidéo que je veux continuer. Et ce serait bien si ça pouvait se goupiller comme ça. Ouais, ce serait le métier parfait au final. Et t'écris actuellement? Là, j'ai recommencé un roman. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas recommencé. Mais en fait, j'ai appris que j'allais être publié, mon dernier roman. C'est une super nouvelle. Ouais, félicitations. Merci. Donc en 2024 par une petite maison d'édition qui s'appelle Le Ver à Soie. Et là, ça m'a motivée. Je me suis dit, bon, maintenant, je sais que au moins ce livre sera lu. Ouais. Je vais pouvoir continuer à écrire. Sinon, ça me bloquait un peu. Je me disais, mais en fait, ça fait des années que j'écris. Et ça sert à rien parce que personne ne le lit. Donc, c'est vraiment une motivation et une reconnaissance de mon travail aussi. Ok, ouais, carrément. Donc, voilà. C'est juste que là, avec tout ce qui se passe, en fait, avec la formation, je vais avoir du mal à m'ennuyer suffisamment pour pouvoir écrire. Ouais. Parce que moi, pour écrire, j'ai quand même en général besoin de calme et de ne pas être par mots et par mots. Ouais. Ça m'arrive très rarement ces derniers temps. Et donc, l'idéal, ce sera, une fois qu'il sera sorti le premier roman, je pourrais peut-être faire une résidence littéraire. D'accord. Donc là, tu es dans un endroit pendant 2 semaines, un mois, et exprès pour écrire, et ça peut être une bonne manière de... Et une bonne expérience même pour voir si ça te convient, parce que ça peut ne pas convenir aussi. Carrément. Et tu as des thèmes principaux dans tes lectures, par exemple? Qu'est-ce que je lis en ce moment? C'est assez varié. Il y a des périodes où je lis plus des romans plutôt réalistes. Il y a des périodes où je reviens un peu vers la science-fiction. D'accord. Ouais, ça varie. Puis après, des choses un peu plus... je ne sais pas si c'est technique, mais de développement personnel ou de philosophie. Mais ça dépend. C'est assez large. Oui. Et j'aime bien lire des BD aussi. Ok, ouais, c'est différent aussi. Ouais. C'est une autre lecture. Ouais. Et du coup, dans l'écriture, tu t'inspires ou pas de certains romans que tu as pu lire ou biographies ou peu importe? Ouais, je pense que tout ce que j'ai lu à un moment est venu... T'as impacté en fait. Ouais. Et puis il y a des écrivains que j'aime bien et du coup j'essaye de tendre, sans recopier, mais de tendre vers quelque chose vers des livres que j'aime beaucoup et je me dis j'aimerais bien produire le même effet sur... Ce serait une inspiration d'un autre écrivain pour créer ta propre histoire derrière. Ça. Et ouais, je pense que chaque livre a mis une toute petite pierre à l'édifice de la création, de l'imagination et aussi de la manière d'écrire. Ouais, parce que ça aussi c'est un travail qui est particulier quand même. Je vais revenir un petit peu à la montagne. La montagne, c'est un milieu qui est assez dangereux, et particulièrement pour les femmes, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de retours par les médias comme quoi c'est dangereux, entre guillemets, de voyager seule en tant que femme, c'est encore plus compliqué. Et du coup, je voulais savoir si tu avais un conseil à partager pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui pourraient nous écouter et qui se demanderaient comment on se lance en fait dans cette expérience. Je crois que le plus important, c'est de ne pas écouter justement les peurs des autres et de ne pas se laisser influencer. Parce que tout le monde va avoir peur autour de toi si tu te lances. Il faut choisir un itinéraire qui est assez simple. Au mieux, c'est qu'on l'a déjà fait, qu'il est connu, parce que c'est plus simple. Comme ça, il n'y a pas, en plus de la peur juste de base, il n'y a pas la peur de se tromper d'itinéraire. Si on peut aussi avoir prévu... un ravitaillement en eau, si on a assez de nourriture, un sac pas trop lourd. Ouais, essayer de bien planifier pour qu'il n'y ait pas en plus des peurs qui viennent se rajouter au fait de dormir toute seule la nuit. Ça, moi j'ai mis beaucoup de temps à dormir correctement. Et combien de temps tu aurais une échelle En fait, les premières fois, je partais pour 2 jours et donc je bivouaquais qu'une nuit. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je suis partie pour 3 jours. Et là, j'ai passé 2 nuits. Première nuit, j'ai mal dormi comme d'habitude, voire pas du tout. Et la deuxième nuit, j'étais tellement épuisée et mon corps s'était habitué et j'ai dormi. Donc, je pense que c'est pas mal au bout d'un moment quand vous vous sentez assez, ou même assez rapidement, d'enchaîner 2 nuits, ça peut permettre de dormir la deuxième nuit. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché. De s'adapter, quoi. La première nuit, c'est la nuit d'essai. Voilà. Et après...
Et le corps, il flippe et il n'est pas habitué. Et la deuxième nuit, déjà, il est plus fatigué, donc il a un peu moins le choix de dormir. Oui, il y a l'effort. Et il est aussi habitué. Il sait, le corps, il a survécu, donc je sais pas, il se dit qu'il va survivre cette nuit aussi et que peut-être il peut se relâcher un peu plus, quoi. Donc voilà, pas écouter les peurs et se choisir un itinéraire dans de bonnes conditions faciles et pas se lancer tout de suite sur un itinéraire qu'on n'a jamais fait et qui est beaucoup plus ardu que à ce à quoi on est habitué. Tu as commencé par des 2 jours. Oui. Mais du coup, tu as été dans quelle région? Parce que tu viens pas de la montagne. Alors c'était toujours un peu compliqué. En plus, j'ai pas de voiture, donc c'était toujours un peu le périple pour venir de Lyon. Alors le premier que j'ai fait, c'était sur le plateau de Retors, dans le Jura. Ça te dit quelque chose? Le Jura, oui. Le plateau, non. Et c'est un joli plateau qui est pas très haut. Il y a le Crêt du Nu, qui est le petit sommet du coin. Et je suis venue en train, puis j'ai fait du stop. D'accord. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose, parce que ça rajoute de l'incertitude, hein, mais bon, je n'avais pas trop le choix. Et puis, j'ai fait une traversée. Mais en fait, je vous dis ça, mais moi, je suis partie sur beaucoup trop de kilomètres, par exemple. Donc, dès le début, j'avais mal aux pieds, parce que je n'étais pas habituée aussi à marcher avec le sac. D'accord, ouais. Donc, voilà. Mais ça a été magique, quoi. Et j'ai dormi près des vaches. Au départ, j'avais planté ma tente, enfin, c'était mon tarp. Dans le même champ que les vaches, mais elles étaient loin, sauf que les vaches, ça bouge. Ouais. Donc, elles se sont rapprochées. J'ai un peu paniqué, j'ai dû enlever le tarp pour pas qu'elle le piétine. Enfin, j'avais peur, quoi. Et je me suis mise juste derrière une clôture, comme ça, j'étais tranquille. Au moins, il n'y avait pas de vaches. Et j'étais pas très loin d'une ferme. Et il y avait peut-être une fête ou quelque chose. Et du coup, ça me rassurait, je me sentais pas non plus hyper seule. D'accord, ok. Voilà. Je me rappelle que ça me rassurait aussi d'entendre les avions. Alors que maintenant, ça me saoule complètement d'entendre les avions, mais là, je me sentais moins... Des bruits vivants, quoi. Ouais, tu sais qu'il y a des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, t'es pas toute seule. C'est ça. Donc vraiment, c'était des petits trucs pour me rassurer. J'avais pris quand même de la marge pour planter la tente avant qu'il fasse nuit. D'accord. Mais ah oui, un conseil, je pense que c'est bien de partir plutôt au printemps ou en été quand les jours sont longs. Parce que l'hiver, ça rajoute tout un tas de contraintes, le froid et le fait que les jours soient courts. C'est une organisation en plus. Toute une organisation en plus. Et puis le sac est plus lourd parce qu'on a plus de vêtements, par exemple. Tu as commencé par l'été, pardon? Oui. Voilà. Et après, du coup, est-ce que tu es passé à l'hiver assez rapidement ou tu as quand même attendu, par exemple, un petit temps? Non, après, je suis en fait, mon premier bivouac, mais pas en solitaire, c'était en plein hiver. D'accord. Donc, ouais, au final, tu as commencé par le dur. Oui, j'ai commencé par le dur. Mais après, toute seule, mon premier, c'était plutôt en septembre. Donc, ça allait. Ouais, fin d'été. Et après, j'ai enchaîné avec des bivouacs vraiment en montagne assez basse, autour de... Pas loin, dans les dentelles de Montmirail, pas loin du Mont Ventoux aussi. Okay. Ça, c'était vraiment chouette. Et donc, c'était en plein hiver, donc avec des journées à 16 heures, il faut commencer à chercher où se mettre. Et il a neigé en plus dans la nuit. Donc, vraiment, c'était pas non plus hyper... Il fallait prévoir de tasser, de faire plein de... oui, puis de se repérer dans la neige après le lendemain. Mais bon, après, il a fait très beau et c'était juste très très beau de tomber sur ce... C'est un paysage qui est méditerranéen et avec de la neige, ça arrive très rarement. Ouais. Et c'était vraiment magique. Ça devait être particulier, comme sensation. Oui. Est-ce que tu as des conseils pour ton sac, par exemple, à dos également? Des choses qu'il faut absolument emporter ou comment réduire au maximum ce qu'il faut pour le poids? Le plus important, c'est d'avoir un sac à dos qui est agréable à porter. Ouais. Pas trop lourd si possible, mais le plus important, je pense que c'est le confort avant de tout de suite choisir un sac ultra léger. Et ensuite, les plus importants, c'est le duvet. Donc, s'assurer qu'on a un duvet suffisamment chaud pour la nuit. Et si possible, choisir le plus léger possible. Maintenant, je m'équipe un peu pour différentes saisons. Essayer de... En fait, au départ, vous allez forcément emporter des choses qui sont inutiles. Et donc, moi, je faisais toujours des listes. Et quand je rentrais, ou même quand j'y pensais pendant que je marchais, ah, mais ça me sert à rien. Ou alors ça, c'est vraiment utile. Ou alors, j'avais oublié un truc. Et ben, je le notais tout de suite. Et comme ça, quand je rentrais, je pouvais faire vraiment un bilan de ce qui m'avait servi, de ce qui ne m'avait pas servi et de ce que je devrais avoir en plus la prochaine fois. D'accord. Et ça, vraiment avoir une sorte de conscientisation du sac, de ce qu'on met dedans et pas juste fourrer des trucs un peu au hasard. C'est vraiment important pour gagner du poids. D'accord, ok. Et ça peut être propre à chacun au final, parce qu'il y a des choses...
Par exemple, moi j'ai du matos vidéo, mais ils doivent faire 500 grammes en tout. Mais il y a des gens, ils vont faire de la photo, ils vont avoir 7 kilos. Bon, il faut qu'ils s'arrangent avec ce qu'ils sont prêts à porter, leur matériel et ce qu'ils sont prêts à abandonner à côté. Ouais, d'accord. Moi j'emmène toujours un petit carnet avec un stylo. Il y a des gens qui se encombreront jamais avec ça. Ou avec un livre, par exemple. Donc ça dépend vraiment après de chacun, chacune. Ouais. Et même la durée du voyage oui, aussi. Oui. C'est sûr que pour 2 jours, c'est pas exactement la même chose que pour 6 jours de randonnée, par exemple. Surtout s'il y a la nourriture qu'on inclut dans le sac en plus. Ouais. Du coup, je suppose que tu prends des lyophilisés. Eh ben, ça dépend. En fait, ces derniers temps, j'avais des lyophilisés qu'on m'offrait, Lyophilisé & Co. D'accord. Du coup, c'était pratique parce que ça coûte une fortune sinon. Ouais. Et sinon, je récupère les enveloppes et je fais mes propres déshydratés. C'est pas des lyophilisés, c'est des déshydratés, mais ça se conserve pareil et ça se réhydrate de la même façon. Et comme ça me permet de... je les fais moi-même, donc c'est beaucoup moins cher. Et puis ça réutilise les emballages. Et ouais, c'est pratique ça. Okay. Et puis sinon, j'emmène des pâtes 3 minutes, de la sauce tomate et de la semoule, quoi. Ouais. Ça dépend vraiment de tes envies, en fait. C'est super. J'espère que ça aidera, ça peut aider certaines personnes. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures de chaque petit détail, mais ça fait déjà un aperçu. Tu as fait de nombreux GR, visité à pied beaucoup de pays également. J'ai vu l'Italie, j'ai vu l'Écosse il n'y a pas longtemps et également, là, tu en reviens juste en fait. Oui. Tu as fait le Népal aussi. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a le plus marqué, que ce soit par rapport à la randonnée ou pas du tout, juste par les paysages ou autre? C'est difficile parce que c'est vraiment des paysages et des pays très différents. J'avais beaucoup aimé la Toscane, par exemple, mais je venais de faire le GR20 et du coup, c'était étonnant de quitter cet univers de rocailles et de hautes montagnes et puis d'arriver dans ce pays avec des collines beaucoup plus doux. Et j'avais beaucoup aimé. Et puis le fait d'être dans un pays étranger où on parle une autre langue, j'avais trouvé ça très dépaysant. Bon, le Népal, c'était assez... c'est le Népal, quoi. C'était une destination dont j'avais beaucoup rêvé. Et tu n'en as pas été déçue? Et est-ce que j'ai été déçue? Non, j'ai pas été déçue, mais j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris de tente. D'accord. Et de ne pas avoir bivouaqué. En fait, j'étais avec mon copain, on était toujours en guest house. D'accord. Et du coup, on n'avait pas ce lien avec la nature que tu peux créer en dormant dehors, quoi. Complètement. Et ça, j'ai un peu regretté parce que ça aurait été sympa. Mais bon, on savait pas, c'était la première fois qu'on y allait, on savait pas comment seraient les conditions, s'il allait faire très froid ou pas. Ouais, c'était peut-être plus rassurant pour commencer. Oui, parce que c'est vrai que quand tu n'as jamais mis les pieds dans un pays, tu sais pas exactement à quoi t'attendre, même s'il y a énormément de documentation sur Internet, mais... Ce sera l'occasion d'y retourner. Ouais, éventuellement. Même si je sais pas, en fait, j'ai de moins en moins envie de prendre l'avion. D'accord, ouais. Pour des raisons écologiques. Pour des raisons écologiques. Et là, j'y suis allée parce que mon compagnon me l'a proposé et que c'était quelque chose dont je rêvais. Donc je me suis dit, bon, ok, on y va pour un mois. C'est pas le pire, mais je crois que j'ai pas envie d'y aller de moi-même. Donc, à moins d'y retourner à vélo ou en train. Mais là, c'est sur des périodes de temps beaucoup plus. Ça prévoit un voyage déjà pour y aller et ensuite sur place. Mais il y a tellement de choses à faire par exemple, là, j'étais en Écosse, j'ai tout fait en train. Ouais. Bon, ferry aussi un peu. Et voilà, c'était déjà très, très dépaysant, quoi. Ouais. Très humide aussi. Et ouais, c'était complètement différent au final. Oui, et là, c'était vraiment différent. Et là, c'était la première fois que je bivouaquais sur 6 jours en mode hivernal où quand tu te reposes, tu peux pas rester plus de 5 minutes parce que tu as froid après. Tout est humide. Et c'était plus difficile à gérer, là, pour le coup. Et il y avait moins de monde sur les sentiers. D'accord. Donc, j'ai pas fait énormément de rencontres de marcheurs, par exemple. Et ça m'a un peu manqué. En plus, tu étais en bivouac. Et j'étais en bivouac, donc c'est pas comme si tu allais à l'auberge et que là, tu peux discuter avec les gens. Ça t'a manqué, ce contact un petit peu? Ouais, ça m'a manqué. Ouais. Parce que, par exemple, l'été, quand j'ai fait le tour de l'Ubaye ou du Kéra, il n'y avait pas grand monde sur les chemins. Mais à chaque fois, il y avait quand même 1 ou 2 rencontres par jour, ou 1 toutes les 2 jours, où il y avait un vrai dialogue, quelque chose de chouette dans la rencontre. Et là, j'ai pas retrouvé ça. D'accord. Mais apparemment, les Écossais, un peu comme les Anglais, sont un peu timides. Ou peut-être. Un peu plus sur la réserve et donc vont moins engager la conversation peut-être qu'en France. Ok. Donc, je sais pas, c'était mon ressenti, ouais. Ouais,
par rapport à ça. Donc il n'y a pas vraiment un pays qui t'aura plus marqué, à part la Toscane, du coup, tu as dit. Ouais, j'avais beaucoup aimé la Toscane, mais en fait, là où je suis... les voyages qui m'ont rendue la plus heureuse, je pense, c'était le Tour de Dubaï. D'accord. C'était vraiment ma première itinérance en randonnée. Et c'était seule? Et j'étais seule, ouais. Et c'était vraiment magique, ouais. Une découverte, quoi, pour le trek, au final, c'est ça. Là, sur du long terme. Sur du long terme, ouais. Je me suis dit, ouais, je veux faire ça. Ok. Ah, c'est sympa, peu importe ça. que ce soit, disons, en France ou à l'étranger. Là, il y avait le côté estival et c'est vraiment agréable de pouvoir planter sa tente à 21h, d'avoir pu se baigner dans un lac. Profiter de tout, en fait. Tout, mais sans la contrainte du froid ou de l'humidité, par exemple. Complètement. Qui est vraiment pesante. Ouais. Et puis même seul, tu fais comme tu veux, au final. Si tu veux t'arrêter de baigner, c'est sûr que c'est... Ouais, j'aime ça bien aussi, ça. cet avantage-là d'être seul. Oui. Puis pour filmer, comme ça, je peux être filmée à mon rythme aussi. Ouais. J'ai pas besoin de faire attendre les autres. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter qui t'a marqué dans tous tes voyages, aventures? Ah ouais, comme ça, à chaud. La première qui viendrait. C'était encore le Tour de Dubaï. D'accord. Et je venais d'avoir un peu de pluie, pas beaucoup, mais je cherchais un endroit pour dormir, donc j'étais en descente. Et là, je croise un troupeau de brebis et le berger. Et je me dis, zut, faut pas que je campe à côté de ce troupeau. Et puis le berger, il m'a vu. Est-ce que c'est dangereux? Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui demander, vous pensez que je peux m'installer ici? Est-ce que ça va déranger? Et en fait, il m'a tout de suite indiqué un endroit très plat que j'avais repéré, parfait, avec la vue sur la vallée. Ah oui. Il m'a dit, mais installe-toi là et si jamais tu as un problème, s'il y a de l'orage, je suis avec c'était son neveu. Juste à côté, là-bas, on va parquer les moutons. Okay. Et puis on dort là-bas, nous. Donc si tu as un problème, tu peux venir nous voir. Et ma première réaction, ça a été d'avoir peur parce que c'était des hommes, ils étaient tout seuls, moi j'étais toute seule à la montagne. Et j'avais toutes ces peurs justement que j'avais entendues. Mais en fait, après, j'ai décidé de faire confiance, je me suis installée là. Et le deuxième berger est arrivé et on a passé 30 minutes à discuter. Il m'a raconté, parce qu'à côté de ça, il était infirmier. D'accord. Okay. Donc il faisait les deux. Rien à voir. Rien à voir. Il était en saison là avec son oncle. Et on a discuté de la montagne. Il y avait un très grand calme autour de nous. C'était vraiment un très beau moment. Et je me suis dit, voilà, il fallait avoir confiance. Et tout s'est bien passé après dans la nuit. Et je savais qu'en plus, si jamais j'avais un problème, j'avais des gens vers qui me tourner. Ouais, encore mieux, quoi, au final, voilà. que de se retrouver toute seule. Toute seule pour... C'était pas la première nuit, c'était la deuxième peut-être. Et voilà, c'était que ça m'avait appris à faire confiance et qu'en montagne, il peut toujours y avoir de mauvaises rencontres, mais si on suit son intuition, je pense que, en fait, la plupart du temps, tout va bien. Et au final, heureusement que tu as passé cette peur et que tu as fait confiance, que tu n'aurais pas vécu tous ces moments que tu as vécu, cette rencontre que tu as fait. Et puis en fait, après, une fois qu'on voit que ça s'est bien passé, après, moi, ma peur, j'ai plus peur d'aller discuter avec un berger, par exemple, ou d'aller juste demander un renseignement. Et en fait, je suis plus à l'aise avec le fait de rencontrer des étrangers et leur parler sur les sentiers de montagne, plutôt que dans la rue en ville, par exemple. Parce qu'en ville, ça se fait pas trop. Ouais. Et alors que là, en montagne, il y a moins de monde et c'est plus facile. Et je pense que les gens qui habitent en montagne apprécient que les touristes, les marcheurs viennent discuter et poser des questions. Ouais. Après, il y a des randonneurs, des bergers qui sont dans des coins vraiment très touristiques. Et là, au contraire, je crois qu'il faut respecter leur... le silence. Le silence, parce que c'est possible qu'ils en aient marre parce qu'on leur pose toujours la même question. Donc ça dépend, faut s'adapter. Dans les Pyrénées, j'étais avec un ami et on est passé devant une petite maison de berger. Et lui, il était très curieux de discuter avec eux. Et en fait, on commençait à discuter sur le pas de la porte. Puis à un moment, ils nous ont invités à rentrer chez eux. Ils nous ont fait goûter leur fromage. Et donc voilà, encore une trop belle rencontre, quoi. Et il suffisait juste de se lancer. Parce que souvent, si je ne vais pas discuter avec quelqu'un, c'est parce que je vais avoir peur du rejet ou juste peur d'embêter. Mais c'est en général, les gens ils sont plus que ravis de discuter. Donc en fait, il faut que là, ils vous ont fait découvrir. Oui, carrément. Et puis ils étaient contents. On a parlé de leur manière de vivre. Et c'était très chouette comme moment. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer les premiers pas. Et puis après, en général, ça va bien.
C'est une belle anecdote en tout cas, c'est joli. On a parlé un peu de ta chaîne YouTube assez vaguement. À quel moment ça t'est venu à l'idée de filmer tes expériences et de les mettre en ligne? Eh ben, en fait, c'était assez récent. J'étais avec mon ex-compagnon et lui, il a une chaîne YouTube. Et il s'est lancé dans un tour du monde en gyro-roue. C'est la roue électrique. Oui. Et il se filmait. Donc, on s'est rencontrés en France, il était rentré de voyage. Et je le voyais qu'il continuait à filmer, à faire des vidéos. Et on est parti faire le tour de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, tous les deux. Et il a filmé. Et je l'ai vu faire, du coup. On a parlé de tout ça. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. C'est à ton tour. Ouais, voilà. Donc j'ai fait une toute petite vidéo. C'était une balade avec mes parents en hiver. J'ai filmé. J'ai essayé de faire un petit montage avec les moyens du bord. Je lui ai envoyé. Il m'a dit, ah bah, écoute, ça marche bien. Si tu veux, vas-y, lance-toi. Et voilà, il m'a encouragée et moi, je me suis lancée. Et c'était la première... c'était en plein milieu des confinements et j'avais envie de partir. Et donc, j'ai profité d'être pas loin des Monts du Lyonnais pour faire la première vidéo dans les Monts du Lyonnais. Voilà. T'as pas attendu. Et tu t'es lancée. Ouais, je crois que je me suis lancée directement. Mais c'est marrant parce que genre 2 mois avant, ou même avant d'avoir rencontré Thomas, j'aurais jamais pensé devenir youtubeuse en fait. Ça me serait vraiment pas venu à l'idée, quoi. Donc c'est venu un peu comme ça, par inspiration, quoi. Au final, tu t'es trouvée dans cette, cette Fait, pratique. ça me plaît. J'aime beaucoup le côté créatif du montage, essayer de voir les belles choses sur le chemin. Et en fait aussi, ça me permet de moins me sentir seule parce que quand je marche et que je filme, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un, quoi. Déjà que je me parle déjà toute seule, mais là, moi, je parle à quelqu'un. Et puis, ça donne du sens aussi. Parce que, bien sûr, je vais marcher d'abord pour moi, mais en fait, maintenant, je vais aussi marcher pour tous ces gens qui me suivent et qui sont inspirés, qui peut-être soit vont ensuite avoir envie d'aller marcher, et ça c'est génial, ou ne peuvent pas aller marcher, et donc ça fait voyager à distance. Voilà. Et donc je trouve que c'est un beau... un bon compromis. Un compromis. Complètement. Voilà. Ok, c'est super cool. Enfin, moi, je suis toutes tes vidéos et je trouve ça trop cool. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que j'adorais. Vraiment, genre, cette simplicité, je trouve que tu as dans tes vidéos d'expliquer, de montrer ton point de vue sur la montagne. Et même, tu as beaucoup de savoir, je trouve, en termes juste de plantes, d'arbres. Et je trouve ça hyper intéressant moi, je m'y connais pas trop, mais j'écoute et je me dis, ah ouais, il y a tout ça en fait qui existe autour d'une simple randonnée, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses à voir, à découvrir et à s'intéresser, quoi. Du coup, super intéressant. Et je pense que ce sera un bon compromis avec le métier d'accompagnatrice parce que je vais apprendre encore plein de choses, quoi, sur les animaux, la flore, et donc ça va pouvoir nourrir encore plus les vidéos. Tu pourras transmettre encore plus, en fait. Voilà. Transmettre, ça va être chouette, ça. Par contre, je pourrais plus faire n'importe quoi, genre allumer des feux. Profite maintenant avant que tu puisses plus du tout. Peut-être après, je vais censurer les vidéos. Ça va être flou et on verra un faux feu derrière. Est-ce que tu as d'autres projets projets en vie dans les prochains mois, dans les prochaines années, que ce soit par rapport à la marche ou pas du tout, par rapport au voyage, par rapport à tes projets personnels également? Ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien faire une marche plus longue, de peut-être 1 mois. D'accord. Et donc ça, j'aimerais bien le préparer, mais je ne sais pas encore. Comme cet été, je suis censée travailler et qu'ensuite, les étés d'après, c'est la saison où on bosse le plus en tant qu'accompagnateur. Je ne peux pas prévoir vraiment ce voyage-là pour l'instant. Mais ça pourrait être par exemple en juin l'année prochaine, pourquoi pas. Ça dépendra vraiment de où j'en suis dans la formation. D'accord. Et voilà, ça c'est un projet. T'aurais une idée du lieu dans un premier temps? Je me disais soit la haute route pyrénéenne, traverser les Pyrénées, soit peut-être le GR5, soit un bout de la Via Alpina. Ok. Ouais. La Via Alpina, c'est ça. En fait, quand j'étais à la fac, j'ai lu, c'était le New York Times, je crois. J'étais en fac d'anglais. Et donc j'ai lu un article, c'était un Américain qui était venu en France et qui avait commencé la Via Alpina. Et il racontait ça, et ça donnait tellement envie. Et à ce moment-là, j'avais jamais fait d'itinérance ni bivouaqué. Et t'as resté dans un coin de ta tête. Ouais, c'est vraiment resté ça a vraiment été un déclencheur. Je trouve qu'il y a plein de petites choses
contribuer à ce que tu fais maintenant. Voilà, ce que je suis. Je pensais pas du tout faire un métier sur le terrain comme ça, parce que moi j'ai fait des études, j'ai fait un master de traduction littéraire et je pensais à faire un métier dans ce domaine-là au final. Dans ce domaine-là où ouais, de la traduction. J'ai toujours aimé l'écriture, donc je pensais faire un métier plus d'intérieur, quoi. Et en fait, je vois bien que pour mon équilibre dans la vie, j'ai vraiment besoin aussi d'être dehors beaucoup. Et donc que j'ai besoin de faire les deux, quoi. J'ai décidé de devenir AMM quand j'étais dans une tempête sur les crêtes du GR20 en Corse. D'accord. Je sais pas pourquoi, je me suis bon, c'est pas qu'on allait mourir, mais enfin c'était quand même assez dangereux. Ouais. Et j'ai pris l'engagement avec moi-même. Je me suis dit bon, quand je rentre, je prépare le concours et je vais devenir accompagnatrice en montagne. D'une minute à l'autre, ça t'a... Et je pense qu'il y a eu plein de petites choses qui, avant, s'étaient ajoutées pour que je vienne à cette décision. Ouais. À ce moment-là, sur une crête, je sais pas en pleine montagne. Oui, c'est assez curieux. Mais j'avais les rencontres, enfin plein de choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience particulière. Surtout le GR20, moi aussi je l'ai fait. Ouais. C'était génial, juste pour les rencontres et le surpassement aussi. Ouais. Enfin, de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire une année plus tôt, quoi, même une semaine plus tôt, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire là? Et c'est génial. Oui. Et est-ce que tu as d'autres projets derrière Eh bien, continuer à écrire, terminer un roman. Et puis après... on cherche une maison avec mon compagnon. D'accord. Et ce serait plutôt dans les montagnes. On ne sait pas encore exactement où. Ouais. Et donc, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison et un jardin. Donc voilà, je me vois bien aussi devenir assez sédentaire et prendre le temps de m'occuper d'un potager, par exemple. Ça fait vraiment rêver. Et de faire beaucoup plus de cueillettes sauvages et d'apprendre sur les plantes, peut-être pour la nourriture, mais aussi la guérison. D'accord. En fait, ouais, je me dis que si un jour je m'ennuie, je ferai peut-être une formation d'herboriste ou quelque chose comme ça. Mais bon. Toujours en lien avec la nature. Et ce sera toujours en lien avec la nature, oui. Je pense que j'en sortirai pas. De prendre tout ce qu'elle nous apporte et d'en faire plein de choses. Oui. Ça serait ça dans l'idée. Ensuite, je pense que c'est important, ensuite, la notion de transmission, comme tu le disais. Je pense que ça va prendre une part peut-être plus importante après, dans les années à venir. Déjà, elle en prend du coup cette transmission par tes vidéos. C'est vrai, ouais. Tu commences déjà par ça et peut-être qu'après, ça viendra encore plus. Et puis après, je sais pas comment tout va s'arranger, mais peut-être même un livre à la fin de tout ça. Et ça relierait en fait tout ce que tu as toujours fait. Mais c'est des beaux projets. Il y a plein de choses à venir, quoi. Et on en vient à ma dernière question et ça serait quelque chose d'assez général. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre par l'écran un avis, une remarque, un conseil sur peu importe le sujet que tu veux, si tu veux rester dans ce sujet-là ou si tu veux t'étendre un peu, c'est ouvert. Alors c'est un conseil qui va peut-être paraître bateau, mais je crois que dans tout ce qu'on entreprend, il faut avoir confiance en soi et puis en ce qui nous entoure. Je sais pas, une notion de destin ou de Dieu ou tout ce que vous voulez, mais à un moment, pour se lancer, il faut mettre un peu de côté ses peurs et avoir confiance et se dire que ça va marcher. Et puis même si ça ne marche pas, c'est pas grave parce qu'on aura enclenché le processus de tout et n'importe quoi. Ça peut être se lancer pour un nouveau boulot ou pour une randonnée, un bivouac ou une toute petite chose, dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais je crois qu'il faut avoir confiance et qu'il faut se lancer quoi qu'il arrive. Faut pas hésiter si on a une intuition, quoi. Ouais, et puis oui, suivre ses intuitions, je pense que c'est important. Voilà, ça va peut-être sonner un peu niais, mais... Et peut-être que ça aidera des gens à travers l'écran en se disant bon, ok, allez, je me lance et je fais quelque chose que là, il faut... Faut pas regretter, en fait. Ça aussi, c'est une phrase bateau, mais il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et je trouve que c'est assez réel. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que quand j'étais un peu plus jeune, la notion de fin du monde, l'écologie qui... Enfin, la Terre qui devient de plus en plus difficile à vivre, les relations entre pays, tout ça. J'avais l'impression que ça me poussait à faire vraiment ce que je voulais et à pas me laisser enfermer dans quelque chose que je voulais pas faire. Donc, par exemple, j'ai fait des études de traduction littéraire et je me suis rendu compte que c'était pas ma passion. Donc, je suis allée vers autre chose. Et je me suis pas dit, oh, mais en fait, quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier? Quand est-ce que tu vas gagner de l'argent? Et je me suis pas laissée enfermer par ces peurs-là et j'ai continué tout en étant très consciente de tout ce que j'ai déjà, le fait que ma famille m'a toujours
soutenu, même financièrement. C'est beaucoup, bien sûr, et on n'est pas tous dans ce cas-là. Mais je pense que le fait de faire confiance et d'aller vers ce qu'on aime, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est ça qui va faire que en fait, tout après s'agence plus ou moins bien. Et qui t'a mené là où tu es maintenant, quoi. C'est exactement et ça. qui te mènera où tu iras. Oui. Ouais. Et je pense que le chemin, ça a été un beau chemin jusqu'à maintenant. Et là, j'ai pas de regrets. C'est le plus important, vraiment. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, surtout, et pour avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez suivre Eve sur tous ses réseaux sociaux. Je les mettrai. Et puis, merci encore. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt.